Bienvenue dans le dernier point de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres. La communauté chrétienne célèbre ce dimanche la fête de Pentecôte, la descente du Saint-Esprit sur les apôtres 50 jours après la Pâque. En Côte d'Ivoire, l'événement a été marqué par des messes et des cultes d'action de grâce. Bientôt, la création d'une zone économique spéciale entre Korogo, Sikasso et Bobo-Dioulasso. Le 14 mai dernier, les premiers ministres de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Burkina Faso ont signé une déclaration sur la création de cet espace. On en parle également dans ce journal. Et puis depuis le 5 avril dernier, une opération de contrôle des instruments de mesure est en cours en Côte d'Ivoire. Il est question de vérifier la fiabilité et la conformité des instruments de mesure sur les marchés. Qu'en est-il? On en parle également à la faveur ce 20 mai de la journée de la métrologie. Mais avant, comme annoncé en titre, la communauté chrétienne a célébré ce dimanche la fête de la Pentecôte. Il s'agit de la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, 50 jours donc après la Pâque. En Côte d'Ivoire, l'événement a été marqué par des messes et des cultes d'action de grâce. On fait le tour tout de suite avec nos reporters Olivier Riebi et Franck Quadio. Ce dimanche, jour de Pentecôte, l'ambiance est particulière dans les lieux de culte à la paroisse Saint-Ambroise de Mavigne de Cocody et à Saint-Joseph, époux de la gare d'Abobo. Les fidèles sont présents pour célébrer la messe de la Pentecôte. Pour le curé de la paroisse Saint-Joseph, époux d'Abobo-Gare, cette messe contribue au raffermissement de la foi du chrétien et favorise la communion avec les autres pour la cohésion sociale. La Pentecôte est une grande solennité. En effet, 40 jours après sa résurrection, notre Seigneur Jésus-Christ a réuni ses disciples au mont des Oliviers et il a promis l'Esprit Saint en leur disant: ne quittez pas du tout Jérusalem, restez avec ma mère, priant et attendez l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Le message de la Pentecôte est très fort. En effet, nous retenons pour notre monde d'aujourd'hui, pour les hommes et les temps d'aujourd'hui, pour les Ivoiriens et Ivoiriennes en quête de communion, de paix, nous retenons 5 leçons. La Pentecôte, c'est la fête de la communion. En effet, Dieu donne son esprit pour que nous soyons unis entre nous, nous soyons unis avec lui et que le monde soit davantage réconcilié. Cette fête, fidèles chrétiens et paroissiens l'ont préparée dans la prière. Leur joie est justifiée face au don de l'Esprit Saint qui leur a été accordé ce jour. C'est la nouvelle naissance du chrétien. Parce que c'est à partir de la Pentecôte que nous recevons tous les dons qui sont cités dans la Bible. L'Esprit Saint est venu apporter aux apôtres et à tous les chrétiens que nous sommes aujourd'hui la force nécessaire d'accéder à la plénitude de la vie à travers les dons qu'il nous envoie et à travers le fruit de sa présence dans notre vie. C'est 50 jours après la Pâque que la Pentecôte est célébrée. Dans l'Ancien Testament, elle commémorait la remise des tables de la loi à Moïse sur le mont Sinaï. À Boaké et à Méagui, on a également accueilli dans la joie la promesse du Christ. La communauté chrétienne de ces villes de l'intérieur a célébré la venue de l'Esprit Saint dans la méditation. 50 jours après Pâques, la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. La Pentecôte, c'est voir comment aimer Dieu et mieux porter le fruit de l'Esprit. C'est l'origine de l'Église, en ce sens que le Christ avait promis l'Esprit Saint à ses apôtres et la Pentecôte nous rappelle le jour de cette descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. C'est aussi le jour de l'envoi de l'Église en mission, car à partir de cet événement, les apôtres se sont mis en route pour évangéliser les peuples. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi sont les fruits de l'Esprit Saint. L'Esprit qui fait marcher le disciple de Christ sous sa conduite. C'est dans le recueillement que les fidèles chrétiens de la grande paroisse Saint-Ignace d'Antioche de Méagui ont célébré la fête de Pentecôte.
Dans son homélie, le curé Michel Kouassi a demandé aux croyants d'avoir l'amour de leur prochain et de rester fidèles à Christ. À l'église baptiste missionnaire du Christ, la Pentecôte a également été célébrée. Le révérend Olatoke Kainde et ses fidèles en ont profité pour se ressourcer dans les valeurs de la cohésion sociale prônées par le Seigneur. Tout cela dans une bonne ambiance entretenue par la chorale du salut. Voilà, célébration donc ce dimanche de la fête de la Pentecôte, qui commémore donc la descente du Saint-Esprit sur les apôtres 50 jours après la Pâque. On change complètement de sujet à présent. Bientôt, la création d'une zone économique spéciale entre Korogo, Sikasso et Bobo Dioulasso. Notez que le 14 mai dernier, les premiers ministres de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Burkina Faso ont signé une déclaration sur la création de cet espace. Il s'agit d'un modèle d'intégration régionale et c'est avec Adama Koné qu'on en parle. Sikasso, Bobo Dioulasso, Korogo, symbole d'une micro-intégration entre le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Le triangle que représentent ces trois villes distantes de 178, 280 et 230 km est une opportunité qui n'échappe pas aux différents dirigeants. Il s'agit en effet de formuler ensemble un plan de développement et de coopération de la zone Sikobo, viable et mutuellement avantageux pour nos trois pays. Ce plan doit permettre, en outre, de fédérer toutes les initiatives envisagées en les intégrant dans un ensemble cohérent porté par nos gouvernements et nos collectivités territoriales. La viabilité de cette zone doit reposer, en outre, sur le développement des infrastructures devant soutenir sa compétitivité au profit des entreprises du secteur privé appelées à y exercer. Si sociologiquement il est qualifié de bassin sénoufo, économiquement, les autorités entendent en faire un pôle de développement régional. Les idées existent, certaines infrastructures aussi. Nous sommes dès à présent disposés à mettre l'aéroport de Sikasso pour en faire un point d'exportation des produits saisonniers, qu'il s'agisse de la mangue, des fruits et légumes, de l'anacarde, et que demain, nous espérons que tous ces produits porteront un label Sikobo plutôt qu'un label Mali, Burkina ou Côte d'Ivoire. L'histoire retiendra que l'acte de naissance de cette zone économique spéciale a été signé le 14 mai à Sikasso. Ce que je retiens, c'est que l'Afrique commence à prendre conscience qu'elle-même peut être actrice de son destin. C'est extrêmement important et cette prise de conscience nous permettra de relever les différents défis qui se présentent à nous, qu'ils soient d'ordre économique, d'ordre sécuritaire, d'ordre commercial. Les dirigeants ont signé la déclaration de Sikasso. Il appartient aux populations d'en apprécier les futures retombées. Après la salle donc, nous sommes au marché de Sikasso. Les intérêts sont communs. Bon, moi, je crois que ce que Sikasso a peut donner à Koroko et ce que le Burkina Faso a peut donner à Sikasso. Le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire, nous sommes des frères, on est des mêmes frères, on est des mêmes pays. Donc vraiment, on veut que toujours on ait qu'à faire échange de coopération commerciale. La ticket venait de la Côte d'Ivoire. Mais pour moi, ça n'était pas rentable. Alors j'achète le manioc et je fais la fabrication moi-même ici à Sikasso. 2 jours après, la ville de Korogo nous accueille. Jour de marché, c'est l'affluence. La décision prise à 230 km intéresse aussi les commerçants. Puisque ça me permet de vendre aussi moi mes marchandises à l'étranger. Notre produit aussi sera sur le marché international. Donc c'est un plaisir pour moi. Ça va envoyer un développement, puis de pouvoir vendre librement nos marchandises. Ici, les femmes de Korogo, nous souffrons beaucoup. S'il y a un accord comme ça, ça va nous faciliter la tâche. Ça va nous plaire beaucoup. On pourra aller faire les achats au Mali pour venir vendre ici, aller au Burkina, faire les achats, venir vendre. Moi-même, personnellement, je vais au Togo pour aller faire mes achats là-bas. Mais tout ça, là, ça ne m'arrange pas. Comme on le voit, les attentes sont à la hauteur de l'ambition du projet. Un projet qui,
expérimente une intégration de proximité, une intégration à échelle réduite. Nous faisons partie de ceux qui disent et qui croient depuis le début que le développement des pays africains va venir essentiellement, très probablement par le développement des collectivités territoriales. Aujourd'hui, les collectivités territoriales ont une marge de manœuvre qui est relativement faible en termes de développement et qui ne permettent pas aujourd'hui de les aider justement à créer ces liens-là, à se développer toutes seules de façon autonome. Les États centraux, et c'est le cas de la Côte d'Ivoire comme c'est le cas de tous les pays du monde, n'ont pas les moyens d'investir sur toute l'étendue du territoire. Donc naturellement, les initiatives comme celle de ces trois villes, de ces trois régions, à travers 3 pays de la région, je pense que c'est des initiatives qui vont être intéressantes à analyser. Mais l'approche est bonne, l'approche est novatrice. Comme tout projet, la réalisation de la zone économique spéciale doit supporter un coût. On va se heurter très vite aux moyens financiers. Naturellement, des zones économiques, il faut investir en infrastructure, il faut investir en logistique. Donc on va voir comment est-ce que tout ça va se mutualiser. D'ailleurs, c'est la volonté de mutualiser les efforts d'investissement entre ces 3 pays. Une préoccupation bien notée dans l'agenda des autorités. On a des productions en Côte d'Ivoire, on a des productions au Mali, on a des productions au Burkina. Il faudra regarder pour chacune de ces potentialités où est-ce que, de manière donc intelligente, nous devons installer telle ou telle infrastructure commune, parce que c'est là que ça a du sens. Donc c'est un travail d'étude qui doit être fait. Et quand on aura déterminé donc, tous les lieux où nous devons avoir les infrastructures donc, communes, nous verrons comment donc, les financer. Et c'est donc un processus qui est lancé à partir d'aujourd'hui. Alors c'est l'étude, une fois achevée, sous la conduite donc, de nos ministres de l'économie et des finances, qui déterminera donc, le coût. Au-delà du balafon, Sikasso, Bobo Dioulasso et Korogo jouent désormais de nouvelles notes. Des sonorités d'une coopération de proximité qui contribuerait à la prospérité des 3 pays. Voilà la zone économique spéciale, Korogo, Sikasso, Bobo Dioulasso, un véritable modèle d'intégration régionale. Le dossier a été signé Adama Koné. 240 millions de francs CFA en matériel roulant, matériel de communication et mobilier de bureau. C'est un don du conseil régional de San Pedro à la gendarmerie de la localité. L'objectif étant de renforcer ses capacités. Le don a été réceptionné par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Le ministre d'État, ministre de la Défense à San Pedro pour la réception des dons. Après les honneurs militaires rendus par 4 détachements, un cap a été mis sur la 5e Légion territoriale de gendarmerie de Soweké, lieu de la cérémonie où l'attendaient les autorités de la ville, les opérateurs économiques, les chefs de commandement et la population, avec un accueil chaleureux. Il s'agit de la remise de matériel roulant, de matériel de communication et de matériel de bureau à la gendarmerie de San Pedro. À travers cette cérémonie de remise de matériel de sécurité, le conseil régional de San Pedro contribue modestement au renforcement de la capacité opérationnelle de la gendarmerie et s'inscrit également dans votre dynamique et votre engagement au sein de votre ministère d'État. En réceptionnant les clés des 4 véhicules de type 4x4, les ordinateurs, les talkie-walkie, le mobilier des bureaux et les clés d'un poste de gendarmerie construit par le conseil régional, le ministre d'État, ministre de la Défense, a salué l'acte posé par le président du conseil régional. Je suis très surpris, très heureux et j'ai voulu, à travers ma présence, vous marquer toute ma satisfaction. Et vous dire tous les encouragements et les félicitations du président de la République. Quand je lui ai expliqué l'objet de ma visite, il m'a dit « vous allez donner des véhicules à San Pedro ». Je lui ai dit « non, c'est San Pedro qui veut nous donner des véhicules ». C'est la première fois qu'un responsable m'appelle et me dit « nous-mêmes, on va donner des voitures pour aider la gendarmerie, pour protéger nos populations » et je voudrais le féliciter. Pour Ahmed Bakayoko, il faut continuer à œuvrer à l'amélioration des rapports gendarmerie-population. Veillez à ce que les populations ne souffrent pas de nos actions. Nous devons être le secours des populations. Quand un chef, une femme, un jeune voit un policier, un militaire ou un gendarme, il doit être rassuré. Il ne doit pas avoir peur. S'il a peur, c'est que nous avons échoué.
Le ministre d'État, ministre de la Défense, a saisi l'occasion pour féliciter publiquement le préfet militaire Coulibaly Ousmane pour la sécurisation de San Pedro, deuxième pôle économique de Côte d'Ivoire. Et le reportage était signé Sam Conan. Dans la région du Sud Comoé, les jeunes pourront désormais initier des activités génératrices de revenus et partant participer pleinement au développement de leur région. Marcel Amontano, le ministre des Affaires étrangères, originaire de la dite région, vient justement de mettre à la disposition de la jeunesse un fonds. Et c'est avec Salima Toudia et Franck Quadio qu'on en parle. La question de l'emploi des jeunes du Sud Comoé préoccupe les cadres de la région. Le ministre des Affaires étrangères met à la disposition de la jeunesse, réunie au sein du Conseil national des jeunes du Sud Comoé, un fonds d'aide de 70 millions de francs CFA afin de réaliser les activités génératrices de revenus. Des jeunes diplômés aujourd'hui, il y en a beaucoup, mais le secteur public ou le secteur privé n'arrive plus à pourvoir aux emplois en nombre suffisant pour ces jeunes. Donc il faut que ces jeunes-là fassent preuve d'initiative, d'audace, qu'ils prennent des risques, mais il faut que nous les accompagnions. Une main tendue que les présidents du Conseil national des jeunes du Sud Comoé investis acceptent. On va commencer à travailler sur le volet technique en nous appuyant sur les compétences des sous de l'État, telles que l'AEJ et la direction de la jeunesse. À cet effet, nous sommes prêts à lui présenter le cadre technique sur lequel nous voulons travailler, montrer le dynamisme de la jeunesse du Sud Comoé sur l'utilisation de ces fonds. Le président du Conseil régional du Sud Comoé encourage d'autres cadres de la région à suivre cet exemple pour la création d'emplois en faveur des jeunes. Le développement ne peut pas être l'affaire d'une seule personne ou même d'une telle structure. Ça doit être un moyen de mettre tous les efforts ensemble pour pouvoir faire le maximum. De 2012 à 2017, plus de 1300 jeunes ont été introduits dans les activités économiques du Sud Comoé, selon le président du conseil régional. Avec ce fonds d'aide, les jeunes sont appelés au travail afin de mener à bien leurs projets de développement. Je vous le disais en titre, depuis le 5 avril dernier, une opération de contrôle des instruments de mesure est en cours en Côte d'Ivoire. Il est question de vérifier la fiabilité et la conformité des instruments de mesure sur nos marchés. Qu'en est-il à ce jour sur le terrain? Petite visite à la faveur de la célébration ce 20 mai de la journée de la métrologie. C'est avec Jean-Louis Bambo. Nous sommes à Trècheville. Dans sa petite boutique située à l'avenue 16, ce sont des clients peu ordinaires que reçoit Ahmed Aïdara ce matin. Relativement à votre boutique, on constate que vous avez une balance, une pompe à huile et des réfrigérateurs. Et donc nous allons faire des essais et c'est soumis à des redevances que vous devez payer. Jeannot Legris est contrôleur de prix au ministère du Commerce. Avec son équipe, il procède à un contrôle des instruments de mesure, une opération débutée depuis le 5 avril dernier. Nous avons deux types de stickers. Le sticker vert pour dire que l'instrument est exact et le sticker rouge pour dire que vous devez aller réparer votre instrument et revenir faire la vérification. Les instruments de Ahmed Aïdara, eux, sont déclarés conformes. Une conformité certifiée par la pose de cette étiquette verte. C'est très important pour nous parce que nous n'avons pas le matériel pour vérifier les appareils que nous avons, comme les réfrigérateurs, comme les pompes, comme les bascules. À chaque moment, quand ils nous font la visite périodique, ils nous mettent les points à faire, ils nous donnent des recommandations. L'équipe de Legris poursuit sa tournée. Dans son viseur, ce grand restaurant, toujours dans la commune de Trècheville. Tous les opérateurs qui ne vont pas faire vérifier leurs instruments de mesure vont subir une surveillance. On vient de façon inopinée avec les forces de l'ordre pour vérifier si vos instruments ont été soumis à la périodique. Quand on ne voit pas que vous ne détenez pas des stickers et de quittance de l'année 2018, on scelle votre instrument, on vous fait un procès verbal et vous payez des amendes à l'État de Côte d'Ivoire. L'opération de contrôle périodique des instruments de mesure concerne tous les commerces ouverts sur toute l'étendue du territoire national, comme ce grand supermarché en zone 4 à Magori. C'est une autre équipe de contrôleurs qui est à la manœuvre. Quand ce contrôle n'est pas fait, on ne sait pas si la balance est bonne ou pas. Et ça ne permet pas de savoir si l'opérateur est viable ou pas. Il peut être de mauvaise foi et vous donner la quantité qui ne correspond pas à la quantité demandée ou achetée. Vérifier la fiabilité et la conformité des instruments de mesure utilisés dans toutes les transactions commerciales, mais également renforcer la confiance entre commerçants et consommateurs. Tel est le but de cette campagne qui prend fin le 5 août prochain. Il faut rappeler qu'en 2017, ce sont plus de 130 000 instruments de mesure qui ont fait l'objet de contrôles. 308 parmi eux
ont été jugés non conformes et retirés du marché. À peine la saison de pluie abordée, qu'on enregistre déjà de nombreux dégâts, des morts également. Comment donc venir à bout des inondations? Quelles sont les mesures prises par le gouvernement? Quelle devrait être la part des populations ivoiriennes? Pour répondre à toutes ces questions, le conseil technique du ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme était l'invité du Dimanche Magazine. Je vous propose un extrait. Ces travaux vont résoudre les problèmes. Mais définitivement, c'est lié au comportement humain. Donc lié à notre comportement, à nous-mêmes, là où nous habitons. Si on évite de fermer les caniveaux, d'avoir des constructions anarchiques, de se mettre dans les emprises des ouvrages, si on évite de déverser les ordures ou bien les déchets là où l'eau passe, les travaux peuvent avoir une allure définitive. Le plan dont on parle va s'étendre de 2018 à 2033, avec des composants tous les 5 ans qui vont se faire. La première chose, c'est que le ministère est en train de, effectivement, pour faire face à ce plan-là, pour accompagner les investissements par des modes d'entretien qui conviennent, le ministère est déjà en train de renégocier le contrat d'affermage qui lie l'État à la SODECI, pour que, effectivement, quand les ouvrages sont faits, les prises en compte soient effectives sur le terrain. Et parallèlement à ça, donc, le ministère va organiser une table ronde pour pouvoir appeler des fonds. Une fois que les fonds vont arriver, effectivement, des programmes de travaux et de réhabilitation de ce qui existe pour que ça fonctionne bien, on va se mettre en route. Et puis des programmes d'investissement, de nouveaux travaux, d'extension dans les quartiers, des raccordements qui vont se faire pour que, effectivement, ces plans-là puissent avoir une vie plus effective et puis que l'Ivoirien puisse vraiment en bénéficier. Sur le terrain politique, le mouvement Action Prado, mouvement de soutien aux actions de développement engagé par le chef de l'État, vient d'effectuer sa rentrée solennelle. C'était ce samedi dans la commune de Yopougon. C'était en présence de Touré Mamadou, le secrétaire général délégué à la mobilisation et à la communication du RDR, Herman Guivet. C'est le centre d'écoute du quartier de Yopougon-Ouassakara qui a été choisi pour donner le ton de la rentrée solennelle du mouvement Action Prado, mouvement de soutien aux actions du chef de l'État, Alassane Ouattara. Objet de cette journée de rentrée solennelle, réaffirmer le soutien du mouvement Prado au chef de l'État ainsi qu'à l'idée du parti unifié. Présent à cette cérémonie, Touré Mamadou, secrétaire général délégué à la mobilisation et à la communication du parti, représentant du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ouattara Boubacar, représentant du ministre d'État, ministre de la Défense Samed Bakayoko, Touré Souleymane, cadre du parti. Vous êtes la jeunesse, c'est vous qui devez être les pionniers de l'émergence. Touré Mamadou, cadre du parti, a invité les nouveaux majeurs à se faire inscrire sur la liste électorale, mettant également ces jeunes en mission. Si vous êtes satisfait du travail que le gouvernement RHDP est en train de faire, vous ne pourrez le manifester qu'à travers les urnes. Mais pour participer au choix dans les urnes, vous devez être sur la liste électorale. Organisez-vous, on va vous recevoir dès la semaine prochaine. Il faut que tous les mouvements de soutien viennent avec un plan de quadrillage d'abord d'Abidjan et ensuite de l'intérieur du pays. Pour Diabagaté Youssouf, président du mouvement Action Prado, cet hommage au chef de l'État, Alassane Ouattara, est plus que nécessaire. Le président de la République, pour nous les jeunes, a créé un ministère dédié exclusivement à l'emploi des jeunes. Pour ça seulement, il était nécessaire pour nous de rendre hommage au président de la République. Nous allons investir tout le district d'Abidjan, de faire du porte-à-porte pour que tous ces jeunes-là, tous ces nouveaux majeurs puissent se faire inscrire sur la liste électorale. Des jeunes qui ont donc rassuré de leur engagement à se mettre à la disposition du RDR, leur parti. La JNCI se mobilise également pour le parti unifié. La jeunesse unie pour une nouvelle Côte d'Ivoire adhère à la vision des leaders du RHDP. Et c'est avec Ahmed Traoré et Abou Sanogo qu'on fait le point. La jeunesse unie pour la nouvelle Côte d'Ivoire face aux enjeux du parti unifié. Rôle et engagement d'une jeunesse consciente et responsable. Thème au cœur d'une rencontre qui a réuni les responsables de la JNC, Jeunesse unie pour une nouvelle Côte d'Ivoire. Objectif, s'approprier la vision des leaders du RHDP. Nous allons aller sur le terrain, nous allons aller dans les hameaux et dans les villages et dans les villes pour aller sensibiliser la population. Il était important pour nous de savoir
qu'est-ce que le parti unifié? Et aujourd'hui, nous sommes à même de pouvoir rencontrer ces personnes-là et de les convaincre sur le bienfait de ce parti unifié-là. Parce que c'est l'avenir, c'est la stabilité. Et quand on parle de stabilité, de paix, on parle de jeunesse. Siriki Sangare, le conférencier du jour, a profité de cette aubaine pour instruire la JNC sur la vie associative. Je donnais des conseils aux uns aux autres pour que leurs actions qu'ils mènent soient des actions dans le bon sens, soit des actions dans le cadre de l'apaisement, des actions dans le cadre de la fraternité et évidemment des actions qui vont à travers eux permettre à d'autres associations d'avoir des idées positives. Les responsables de la JNC entendent parcourir toutes les régions du pays pour sonner la mobilisation autour du parti unifié. On referme la page politique de ce journal pour ouvrir celle consacrée à la culture. 10e édition du SILA. L'édition a refermé ses portes donc ce dimanche en fin d'après-midi. 150 000 visiteurs enregistrés, 5 000 livres vendus, 30 millions de chiffres d'affaires enregistrés. Le Salon international du livre d'Abidjan aura tenu toutes ses promesses. C'est ce que nous dit Franck Quadio. Une dédicace du dernier ouvrage qui lui reste. Crépin Conan, jeune auteur, a des raisons d'être satisfait. Ce 10e SILA ouvre de bonnes perspectives. Déjà très beau parce qu'il y a eu beaucoup de visiteurs et les différents prix qu'ont reçus les auteurs nous encouragent les jeunes à plus nous lancer. Dans la salle d'exposition d'autres néophytes, Yoa Kone a écrit sur le mariage traditionnel en pays Tagbana. Le thème du salon, le livre, vecteur des identités culturelles, et moi, mon livre qui parle de la culture tagbana en matière de mariage, je me suis dit c'est une occasion, il faut que je participe à ce salon, même si c'est mon premier ouvrage. Des moins connus à d'autres plus expérimentés, à l'image de Henri Djongbo, invité spécial. Le ministre congolais de l'Agriculture, qui est aussi écrivain, est venu côtoyer ses pairs ivoiriens du livre. D'être là et de pouvoir échanger avec les uns et les autres, de pouvoir esquisser l'avenir du livre en Afrique. Présentation et dédicace de livres, échanges et partage et des leçons diverses pour auteurs, écrivains, éditeurs, libraires et imprimeurs. Ça fait connaître la Côte d'Ivoire, la culture de la Côte d'Ivoire, et alors je demande que ça continue et que ça améliore. Je tiens dans un salon du livre, c'est la faculté, la possibilité qui est offerte aux professionnels du livre de se rencontrer. Je fais venir Véronique Tadjo de Londres qui a effectué de très très belles dédicaces et également un autre auteur qui est venu de Lomé et bien sûr les auteurs ivoiriens qui étaient présents et ça a été véritablement une très belle réussite. Nous sommes en symbiose, les éditeurs, les écrivains et les libraires. Seulement on aurait voulu qu'il y ait plus de librairies. Une des choses que nous avons décidé de faire depuis l'édition 2016, c'était d'avoir un abattement de 20% sur le prix des livres. Donc les livres sont vendus avec une bonne remise qui part de 20 à 50%. Une chose à retenir, le Salon international du livre édition 2018 a tenu toutes ses promesses selon les initiateurs. Nous avons pu enregistrer la participation d'un peu plus de 150 000 visiteurs sur les 5 jours. Nous avons pu aussi écouler 5 000 livres vendus donc sur ces 5 jours de salon, représentant à peu près 30 millions de chiffres d'affaires réalisés au cours de ce salon. Donc ce sont des performances que nous saluons. Occasion donc pour Henri Nkumo, directeur du livre, au nom de la tutelle, de féliciter et encourager les acteurs du livre et entrevoir même le prochain objectif. Il faut souhaiter que pour l'année prochaine, nous soyons un peu plus gourmands et que le cap des 200 000 visiteurs soit atteint. Le SILA 2018 referme donc ses portes. Après les États-Unis cette année, la France sera le prochain pays invité d'honneur. Et cette page noire, Ngoran, la loi n'est plus. L'artiste accordéoniste était également l'époux de la chanteuse tradi moderne Ala Thérèse. Ngoran Laloy est décédé ce dimanche 20 mai dans son village à Ngoran, à Konan Kokorekro, c'est dans le département de Toumoudi. Il était uni à la chanteuse Ala Thérèse depuis les années 50. Notez que le couple, à ce jour, totalisait 6 albums.
Voilà, Ngouran, la loi qui a donc tiré sa révérence ce dimanche de Pentecôte. Adieu l'artiste, et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi.